Salam les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode des coulisses de la Radio Star. On aura la chance d'avoir un invité spécial aujourd'hui les gars. Un invité très spécial parce que je vous avais promis qu'il y aura des invités un petit peu de tous les horizons. Certains qui habitent au Japon, d'autres en Corée, d'autres au Canada, d'autres au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi pas commencer justement avec tout simplement un maghrébin qui a été s'expatrier au Maroc, qui habite au Maroc depuis 6 ans. Comme vous savez moi-même, je viens de m'installer au Maroc depuis quelques mois, depuis 5-6 mois. Donc là, ça va être un échange qui pourrait être pour le moins intéressant avec le frérot d'aujourd'hui, qui a une expérience totalement différente et beaucoup plus aguerrie de cette vie, de cette expatriation au Maroc, contrairement à moi qui viens de découvrir ça. Donc moi-même le premier, j'aurais plein de questions à lui poser, tout comme vous dans le chat. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous voulez, je les lirai du mieux que je peux. Alors mon frérot, salam alaikum, comment tu vas? Comme salam frérot Chronique, ça va, alhamdoulilah et toi? Alhamdoulilah, ça va super. Bon, tu nous avais dit que tu étais un petit peu enrhumé, un petit peu malade. Écoute, déjà pour commencer, Allah Shafik. J'espère que tu te rétabliras au plus vite. Un petit étail, un petit zitoun et on est reparti. Normalement, directement. Je pense que ça maintenant c'est bon, c'est dans tes cordes ça, les petites astuces du bled pour les petites potions magiques. Les petites potions, tu connais ça maintenant, non? T'es pas aguerri par rapport à ça? T'as pas les petites potions, t'as pas les petits cheat codes? Si, on vient de taper là du miel. Alors là maintenant, vas-y, dis-nous un petit peu. On va voir si t'es vraiment dans ça là. Pour un petit rhume, mal de gorge, tout ça, qu'est-ce que tu utiliserais là justement? Alors moi je te conseille petite cuillère d'huile d'olive, du miel, du gingembre, un peu de citron et une bonne cuillère. Ok, c'est noté, c'est bon à savoir, on note et on utilisera ça, voilà. Ça commence très bien, on commence déjà avec une petite astuce assez spéciale. Du coup, pour commencer, frérot, je vais te poser une question très simple. Je vais te demander ton prénom et d'où tu viens, que ce soit au Maroc et en France pour le coup. Ok, donc moi c'est Salim, je viens de Angers. J'ai grandi à Angers. Bon, après, plus tard, j'ai été travailler à Nantes, pas loin d'Angers. Et au Maroc, je suis de Kenitra. Donc, originaire de Tiaza, mais chaque vacances, depuis que je suis petit, on est de Kenitra, on va dire. D'accord. Donc, Tiaza et Kenitra. Et là, maintenant, actuellement, depuis que tu t'es expatrié dans une de tes villes ou t'as rien à voir? Là, t'habites où exactement? Ça, on y reviendra après, parce que là, j'habite à Casa actuellement. Là, actuellement, t'habites à Casa, ok. Ouais. Mais t'as rien à voir avec Casa, t'es pas originaire de Casa? Non, ma femme, elle est de Casa. D'accord, ok. Tu m'as dit, tu t'appelles Salim, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah, parce que qu'il y a un autre. Ok, donc c'est un nom d'emprunt, on est d'accord? Non, c'est ça, c'est le vrai nom. Mais je t'avais donné le nom d'emprunt, mais après je me suis dit c'est pas grave, on va donner le vrai nom, Salim, pas de souci. D'accord. Le nom d'emprunt, je sais pas. Donc ça veut dire, depuis tout ce temps, on se parle, tu me donnes un faux nom depuis le début. Je crois que c'est écrit sur mon Instagram, c'est mon prénom, je pense, sur Instagram. Mais si tu te rappelles un jour lors d'un live, j'avais réagi en commentaire et vu que mon surnom c'est Eliem, en gros c'est les 3 dernières lettres de mon prénom mais remodifiées dans l'orthographe, ça s'écrivait E-L-E-L-I-E avec un M à la fin et t'avais même cru que j'étais de confession, je sais pas si ça te dit quelque chose. Tu m'as dit mais Eli, ton prénom il serait pas juif? Mais c'est c'est la question que j'allais te poser. C'est la question que j'allais te poser, frérot. J'allais te demander est-ce que t'es pas juif ou pas? C'est vraiment ça, parce que c'est Eliem, ça fait juif de fou, hein. Sans aucun jugement, il y a pas de problème. On est, on n'a rien contre ces personnes-là. Mais ouais, je me suis posé la question. D'accord, écoute. Muslim, alhamdoulilah, mon frère. Ok, parfait. Et du coup, mon frère Salim, t'as habité en France jusqu'à quel âge? Alors, j'ai habité en France donc de 93 jusqu'à 2014, puisque ma première expatriation, on va dire, c'était en 2014, j'avais fait 1 an. Donc 2014, à 21 ans, j'ai fait 1 an, après je suis rentré, et du coup je suis revenu en 2019. Donc j'avais 26 ans. Donc là, depuis 2019, depuis que j'ai 26 ans, aujourd'hui j'en ai 33, je suis au Maroc. Et c'est quoi la question classique qui t'a donner ce déclic? Parce que j'ai envie de te dire, on a tous un petit peu ce truc dans un coin de nos têtes. Là maintenant, si je pose aux personnes dans le chat, que ce soit sur Twitch ou sur TikTok, tous les maghrébins ou même de manière générale tous les Africains, si je leur pose la question
si je leur pose la question, est-ce qu'un jour vous rêvez d'aller habiter au bled, tout le monde justement te dira ouais c'est dans un coin de ma tête, j'attends peut-être pourquoi pas un jour mais pas tout de suite. Mais justement voilà, la question c'est toi ton déclic ça a été quoi pour aller habiter au Maroc? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu poses la question, il y en a pas mal qui vont te dire oui. Si tu poses la question il y a 10 ans, 15 ans, je suis pas sûr que tout le monde. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. C'est de plus en plus courant. Avant, c'était pas si courant que ça. Et moi, le premier. Moi, le premier. À l'époque, j'aurais pas été aussi catégorique. J'aurais pas eu cette envie de retourner au Maroc comme aujourd'hui. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, c'est de plus en plus le cas. Donc, en fait, c'est un truc que j'ai depuis que je suis tout petit. On me raconte dans ma famille, depuis que j'ai 10-12 ans et que je venais en vacances, quand on repartait, je disais non, moi, je veux rester là, je veux vivre au Maroc. Donc, déjà, je sais pas, c'est en moi depuis tout petit, tu vois. Ouais. Donc, j'ai toujours été attaché au bled, j'ai toujours vu le bled d'une autre façon que les gens, et j'ai toujours voulu m'installer. Après, le vrai déclic, donc le premier, c'était, comme je t'ai dit, en 2014. D'accord. Donc, moi, professionnellement, je travaillais, bon, j'ai pas vraiment un métier ou un diplôme dans les mains qui me permet de faire un métier bien précis. Tu travailles dans un métier un peu manuel, c'est ça? Alors, au départ, oui. Au départ, en France, j'étais, donc après mes 18 ans, après que j'ai fini le lycée, j'ai fait pas mal d'usines, d'industrie, tu vois. Ensuite, j'ai mis les pieds dans les centres de relations clients, donc centres d'appel, comme ils appellent ça plus vulgairement. D'accord. En France, toujours, hein. Toujours en France. Okay. Tout ça, c'est avant 2014. Donc, j'étais dans la vie active en France. Donc, je travaillais, je faisais rentrer mon salaire, mon premier appartement, etc. Et bon, j'ai grandi dans un quartier aussi en France un peu chaud, on va dire, où t'es amené, tu connais comment ça se passe. Bien sûr. T'es amené à côtoyer la police, les trucs, les contrôles un peu gratuits, etc. Bien sûr. Et moi, depuis tout petit, je regardais des vidéos un peu sur la politique, sur voilà l'avenir de la France, etc. Donc, ce dont on parle depuis, on va dire, 5-6 ans en France, moi, j'étais quand même assez informé par rapport à ça depuis, on va dire, les années 2010. Ouais, où je savais que d'ici 10 ans, je ne me permettrais pas d'avoir un enfant et de le faire, donc de le mettre dans une école française, etc. Donc, comme je te disais, donc pour revenir au truc, je travaillais, donc j'avais mon appartement, etc. Je faisais pourtant des bonnes payes, je voyais que j'avais du mal à m'en sortir, tu vois. C'était combien les bonnes payes exactement, plus ou moins? Bah, pour l'époque, pour un jeune de 19 ans qui vient de sortir, je travaillais en usine de nuit, de week-end, je faisais un peu plus de 2000 euros, 2200, c'est énorme. 2300. Pour à cet âge-là, 2000 euros à 19 ans, comme ça, ouais, c'est incroyable. Machallah. Après, je veux pas dire que c'était que de la faute de la France, parce que j'avais 19 ans et donc 19 ans toucher ces sommes-là, je m'amusais un petit peu, tu vois, le week-end, je sortais, nanana, tu vois. Donc, en fait, bon, il s'est passé un petit événement dans ma vie où vraiment, on va dire, j'étais dans une petite dépression vers 2014. Et là, je me suis dit, bah, écoute, t'as trop de problèmes ici, on dirait que c'est pas fait pour toi. Et depuis que t'es tout petit, bah, t'as toujours voulu aller au Maroc. Test. Ouais. J'ai une maison familiale à Kenitra. Je me suis dit, je vais y aller. Je me suis renseigné un petit peu sur les salaires auxquels je pouvais prétendre avec mon expérience justement dans les centres de relations clients. Mais avant, à ce moment-là, est-ce que t'avais déjà un petit pactole de côté, un petit capital sur voilà, avant de faire ce choix-là? J'avais rien du tout. Je vais pas te mentir, être transparent, j'avais cotisé un petit peu de chômage. Tu vois, donc j'avais 2-3 mois où je pouvais prendre mon temps pour chercher un travail, etc. Et à la base, franchement, quand je suis parti, c'était plus pour me dire, bon, allez, je vais aller souffler et je vais voir ce que ça donne. À aucun moment, je me suis dit, je vais rentrer définitivement. Ah ouais, ok, ouais. Vraiment, en fait, donc à la base, donc quand t'es parti au Maroc, c'est vraiment comme tu dis, pour souffler, pour vraiment prendre un petit peu de recul, parce que t'as eu un événement dans ta vie qui t'a mis dans une petite dépression, donc voilà, tu voulais changer d'air, en fait, c'est ça? Exactement, c'est exactement mais ça. Sans rentrer dans les détails, l'événement que t'as eu en particulier, c'est un décès, c'est ça? Une personne proche ou? Non. Okay. Non, du tout. Non, c'est pas un décès. Bon, on va dire plus, c'était des problèmes de comportement. Ça vient de moi-même, en fait. Ok, ouais, d'accord, ouais. Ouais, on voit on voit un petit peu dans la... Bon. Alhamdoulilah, c'est pas un décès, ça aurait pu être un décès, ça aurait été pire, mais bon. Ok. Et, à ce moment, mais c'est fou, parce que franchement, la plupart du temps, quand tu t'installes au Maroc, et je pense que là, c'est quelque chose qu'on va en parler, mais aller au Maroc, je pense aujourd'hui, même à l'époque, sans rien avoir dans les poches, sans avoir mis de côté, je pense que c'est pas réaliste, c'est pas faisable, on est d'accord? Bien sûr, il faut un minimum de côté. Moi, je savais que je vais arriver, je suis sur place, j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas aucune charge si ce n'est l'électricité et l'eau, tu vois.
Donc, je me suis dit, bon, j'ai 3 mois pour trouver un poste, peu importe le salaire, dans tous les cas, ça va me permettre de vivre, j'ai pas de loyer, j'ai rien du tout. Entre parenthèses, bon, je suis arrivé à Marrakech en 2014. J'avais une promesse d'embauche, on va dire, mais je savais que ça allait pas tenir, donc de la famille. Et justement, j'ai vu que ça tenait pas. Je suis resté 2 semaines à Marrakech. Je me suis dit, allez, je me débrouille tout seul. Je rentre dans Et t'as travaillé dans quoi un petit peu quand t'es arrivé, quand tu venais d'arriver? Alors, mon premier poste, c'était un centre d'appel. C'était le service technique de chez SFR. Au Maroc? Exactement, au Maroc. D'accord, ok. Mais moi, je vais te poser une question, peut-être. Ça peut te paraître un petit peu cru, mais Ouais. Travailler avec les... cru, c'est pas rien de fou, hein, mais travailler avec les gens d'ici, les Marocains du Maroc, les Marocains du Bled, est-ce que c'est pas un peu compliqué avec le choc des cultures? Je dis pas qu'eux sont moins bien que nous, qu'on est mieux qu'eux, c'est pas ça que je dis, hein, mais c'est pas compliqué, vraiment, la connexion un petit peu entre les deux? Alors, ça... Si, bien sûr, ça, mais je ne l'ai pas remarqué tout de suite en 2000, donc pas dans l'expérience 2014-2015. Je l'ai remarqué quand je suis venu en 2019, parce qu'entre-temps, j'ai travaillé quelques mois dans le salariat. Alors, déjà, le choc, il n'est pas énorme, parce que, tu sais, le recrutement, donc les profils de ces centres d'appel-là, c'est quand même des gens qui ont une culture française, tu vois. C'est des gens qui, depuis tout petit, parlent français. Bon, après, il y a une différence, hein, bien sûr. Mais je vais dire, le plus dur, c'était plus d'être vu comme un ovni. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu vois, nous, on bosse, on a surtout 2014, c'était pas comme maintenant. Maintenant, ça se généralise de plus en plus. T'as de plus en plus d'expats et tout ça, donc je te comprends complètement. Exactement. Donc, le plus dur, c'était ça. C'était d'être vu comme un ovni. Mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait là? Mais t'es sérieux? Surtout que, attends, parce que je t'ai pas dit pour combien je travaillais. Donc, c'était vraiment... En fait, comme je te dis, c'est l'événement que j'ai eu en France qui a fait que j'étais vraiment dégoûté de la France et je voulais juste à tout prix partir, peu importe les conditions de l'autre côté. Ouais, d'accord. Donc, pour te dire, Kenitra, c'est une petite ville. Ici au Maroc, les salaires, c'est par rapport à la ville où tu vis. Donc, pour le même poste, ça sera pas le même salaire à Kenitra, comme à Marrakech, comme à Casa, comme à Tanger. Tu vois, parce que le coût de la ville est moins cher à Kenitra, du coup, les salaires, ils sont plus bas. Ouais. Je touchais 350 € par mois. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que c'est... c'est rien du tout. C'est rien du tout. Je suis passé de l'usine donc à 2000 et quelques par mois à 3500 dirhams par mois au Maroc. Ouais. Plus, comme je t'ai dit, j'avais un petit peu de chômage, mais ça a duré que les 3-4 premiers mois. Ouais, c'est 3. Je pense que... Je sais pas comment c'était en 2014, mais aujourd'hui au Maroc, vivre avec 350 € par mois, c'est impossible. Non, c'est impossible. Mais on va y venir après quand on va passer. Donc, sur l'étape de 2019 jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, déjà, le marché a énormément changé. Tu vois. Bien sûr. Et ça, c'est l'un des points que je voulais voir aussi avec toi, parce que quand on regarde, si tu tapes sur YouTube des vidéos sur l'expatriation, la plupart des choses que tu vois, c'est investissement. Investis là-dedans. Mais si tu regardes la plupart d'entre nous, hein, les Marocains de France, on n'est pas tous des entrepreneurs en France. On est dans le salariat. Il y a d'autres vies que investir et s'imaginer. Ah ouais, c'est sûr, ouais. Tu vois. Donc ça aussi, ça fait partie des conseils et des choses que je voulais voir. C'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir des 1000 et des 100 pour venir s'installer au Maroc. Et c'est pas la peine de se dire bon, j'attends d'être bien pour venir au Maroc. Il y a pas mal d'autres choses. Donc tu conseillerais quand même à quelqu'un de venir s'installer sans forcément investir, sans pouvoir investir. Tu penses que c'est envisageable aujourd'hui pour un Marocain de venir ici, de travailler en tant que salarié au Maroc? Bien sûr. Ah ouais. Parce que franchement, tu vois que avec ces salaires-là, c'est quand même assez compliqué. Alors ça, c'était les salaires de 2014. Après, tout dépend du profil justement. Mais en tout cas, si tu as des compétences en France, si tu as des compétences, un métier entre les mains, dépend du métier encore. Si on parle de coiffeur, là effectivement, tu vas venir, il va falloir que tu investisses si tu veux gagner ta vie. Tu vas pas venir pour travailler chez quelqu'un dans un salon de coiffure, tu vois. Mais par exemple, si tu es un commercial, si tu es un bon commercial, tu peux travailler dans des centres d'appel. Avec des salaires, d'ailleurs les salaires qu'ils peuvent voir sur les sites d'annonces, etc. Il faut savoir à partir du moment où tu es franco-marocain ou belgo-marocain comme toi, ton profil il est valorisé, tu vois. D'accord. Donc, même en centre d'appel. Comme on dit au Maroc. Même en centre d'appel, bien sûr. Tu serais autour de combien maintenant actuellement pour quelqu'un qui veut travailler dans un centre d'appel au Maroc, il serait autour de combien? Alors là, je vais parler des profils commerciaux par exemple.
Moi, je suis en freelance depuis que je suis arrivé en 2019, Ouais. mais j'ai eu des périodes creuses où j'avais pas eu le choix et j'ai dû retourner travailler pour 2-3 mois, tu vois. Ouais. On se base sur quelle ville? Parce que comme je t'ai dit, les salaires, ils varient selon la ville. On se basait sur Casa, Marrakech, Tanger, par exemple. Ouais. Les salaires fixes, ils vont tourner entre 600 et 800 euros. D'accord. Ok. Si vraiment tu as de l'expérience en tant que commercial et que tu peux prouver les chiffres que tu faisais, etc., déjà, comme on sort, tout se négocie au Maroc. Tout se négocie. Bien Donc, sûr. si tu as vraiment des compétences, tu crois en toi, tu sais que ton profil, il est bon, tout se négocie. Donc, le salaire de base, tu vas pouvoir peut-être le négocier Donc à 600, 800 euros, c'est pour tu parles un MRE qui vient s'installer ici au Maroc. Voilà, mais c'est pas quelqu'un de base. Exactement. Un Marocain de base n'aura pas ce salaire-là. Si, bien sûr que si. Ok. Si, même pour les Marocains, là, si tu vas sur les sites d'offres d'emploi, tu verras plein d'offres pour les commerciaux à partir de 5 000 dirhams jusqu'à 8 000 dirhams de fixe. Ok. Donc, et justement, après, pour toi, au Maroc, ouais. je parle pas de quelqu'un avec une famille, mais un gars, il arrive tout seul au Maroc. Il habite tout seul. Pour toi, ça serait combien un salaire correct pour vivre correctement au Maroc? Alors, tout seul pour vivre correctement, je dirais... ça dépend. Si vraiment tu gardes le même train de vie qu'en France, donc c'est-à-dire que tu es chez toi, tu fais tes courses, tu manges chez toi, tu te permets de te faire un petit resto tous les week-ends par exemple, à partir de 10 000 dirhams, tu t'en sors. 10 000 dirhams, donc 1000 euros, ouais. 1000 euros. Exactement, 1000 euros. Il y en a qui disent 1500 euros, donc 15 000 dirhams. Il y en a qui disent... ouais, je pense que tout seul, il a raison, le frérot. Hein. Je pense que, je dirais, je suis d'accord avec lui, 1000 euros. 1000 euros pour quelqu'un tout seul, je pense que ça reste correct. 1000, 1200 euros à la limite. Parce que moi, j'ai fait le calcul. On a fait le calcul avec ma femme. On s'est rendu compte que pour une vie à 3, donc avec un enfant, et voilà, on se rend compte qu'on est autour de 1500 euros de dépenses. Ouais, c'est ça. Mois. Moi, j'ai 2 enfants. Ma moyenne, on va dire, c'est 2000 euros. Il m'est arrivé de faire beaucoup plus, mais c'est on va dire la moyenne de 2000 euros. Je suis très bien avec ça, des sorties pour les enfants. Je paye même l'école des enfants avec ça, et franchement, on s'en sort bien. Ouais, ok, ouais. Donc c'est ça les dépenses par mois. Donc, avec 2 enfants, ouais, parce que c'est vrai qu'en fait c'est ça le problème, c'est que tout seul ça va, mais dès que tu veux venir avec tes enfants ou avec ta femme ou des choses comme ça, dès que tu dois payer l'école, des dépenses que t'as pas forcément en France ou en Belgique, parce qu'en France ou en Belgique l'école est gratuite. Et je suppose que tes enfants, tu les mets pas dans une école publique, à mon avis. Non, bien sûr, en privé. Ouais, malheureusement, c'est pas possible, c'est pas envisageable. C'est pas envisageable. Actuellement, on espère qu'un jour ça changera, mais voilà, si tu veux vraiment une éducation, un minimum de qualité pour tes enfants, faut les mettre dans une école privée, et c'est ça un peu le problème. Il y a le frérot Boateng qui te pose la question. Bon, je sais pas si tu pourras répondre parce que c'est assez spécifique, mais pour un juriste belgo-marocain au Maroc, est-ce que ça vaudrait le coup pour toi? Tu penses un métier comme ça, juriste, avocat, ces métiers-là? Alors honnêtement, ouais, non, je peux pas me prononcer là-dessus, mais juriste, dis-moi, normalement, c'est en fonction publique ou tu peux être dans le privé? Lui, il est dans le public, mais je pense que tu peux être aussi dans le privé, ouais. Le privé, en fait, c'est toujours le même principe, un peu comme ton profil aussi, toi, de kiné. C'est qu'à partir du moment où tu ouvres ton propre cabinet, tu as une bonne expertise, que ton domaine, tu le gères. Là, il y a plus de plafond. Hein. C'est toi et comment tu vas communiquer pour avoir ta clientèle, etc. Mais à partir du moment où tu fais ton propre projet, là, il n'y a plus de limite. Ça peut très bien se passer, comme ça peut mal se passer aussi. Mais tu vois, le problème, c'est que au Maroc, je trouve qu'il y a certains trucs, c'est très 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 compliqué. Parce que comme on a dit, voilà, moi je suis kiné et je me suis un petit peu renseigné pour comment dire, le travail de kiné, comment ça se passe exactement. Pour un kiné. Et en fait, tous les kinés me disent un truc, c'est que en fait, au Maroc, t'as 2 problèmes. Premier problème, et ça c'est normal, et j'ai envie de te dire, frérot, ça c'est comme ça, c'est le pays, c'est comme ça, voilà, c'est que financièrement, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de faire des séances de kiné. Voilà. Mais le deuxième problème, et c'est ça qui est plus problématique, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est lié au premier problème, au manque de moyens, mais il y en a beaucoup qui vont préférer aller chez quelqu'un sans diplôme, sans rien du tout, juste parce que le gars, voilà, le mec il se proclame kiné ou soigneur ou guérisseur ou des choses comme ça, qu'aller chez toi qui a ton diplôme parce que tu vas demander plus cher, parce que voilà. Et ça, c'est un vrai problème.
Parce qu'il y a ça pour un peu partout. Moi, je parle du métier de kiné, mais voilà, en général, je suis sûr même un juriste, il doit y avoir un faux juriste ou quelqu'un qui va te donner des conseils. Tu vas, j'avais vu une vidéo peut-être vous connaissez le fameux TB Jones qui est venu au Maroc, par exemple. Ben, il croisait des guides, c'était des faux guides alors qu'ils n'étaient pas vraiment guides. Voilà, tout le monde s'invente des métiers au Maroc et c'est ça un peu le problème, c'est qu'au final, ça pose problème pour les gens qui sont vraiment formés pour ça de base. Donc, je sais pas si toi t'as rencontré ce problème-là quand t'es arrivé. Surtout si tu demandes quelque chose à renseignement marocain, il y a une phrase qui n'existe pas dans le vocabulaire marocain, c'est je sais pas. Tu vois, si tu poses une question à un Marocain, il va te trouver une réponse qu'elle soit bonne ou mauvaise, la réponse, il va te la donner. Mais il peut pas se permettre de dire je sais pas. Roya, je sais pas. Tu vois, ça n'existe pas dans le langage marocain. Après, juste pour rebondir sur le métier de kiné, moi je suis pas totalement d'accord parce que j'ai ma femme qui est dans le domaine, même si elle y travaille pas actuellement, mais elle a fait ses études ici de kiné, elle a fait ses stages. Et franchement, en fait, tout dépend de la ville. Encore une fois, ce que tu viens de dire, ça peut être vrai pour les petites villes où ils vont aller voir ce qu'on appelle un jabbar, un guérisseur qui va là, ou bien même au hammam, c'est maintenant ils te font des mouvements, etc. Mais je t'assure que, alors j'ai donc l'exemple de ma femme et la personne chez qui elle a passé le stage, elle est super reconnue à Casa. Et quand tu parles de moyens, ça aussi c'est l'un des préjugés que j'aimerais bien casser, c'est que frère, il y a des moyens au Maroc. Frère, les Marocains, ils ont de l'argent, mon frère. Je te jure, vraiment. Ah ouais, c'est vrai, non, t'as raison. Mais en fait, c'est assez séparé. Il y en a, ils sont vraiment soit très, très, très bien financièrement. D'autres, voilà, il y a aussi une pauvreté qu'il faut pas négliger et banaliser. Bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Là-dessus, c'est clair. Je prends souvent l'exemple de la pauvreté au Maroc. Bon, après, à jauger le juste milieu. Mais tu vois, quelqu'un qui va être un peu en bas de l'échelle sociale ici au Maroc, certes, il a pas d'argent, tu vois. Il a pas d'argent. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils doivent rien à personne. En France, quelqu'un qui est un peu dans la merde, c'est que il a pas les moyens, mais en plus de ça, il est endetté. Tu vois, avec le découvert, déjà, ça n'existe pas le découvert au Maroc. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire je suis à découvert. Tu vois. C'est vrai. C'est une vraie remarque. C'est une vraie remarque. Là, il a dit un truc de fou, hein, les gars. Il a dit un truc de fou. C'est super intéressant ce qu'il vient de dire, les frérots, parce que c'est réel. C'est réel. Au Maroc, t'as pas ce problème-là. Hein. Parce que c'est l'une des premières causes, on va pas dire le terme sur Twitch, mais ça commence par un S. Malheureusement, ça arrive très souvent en France, en Belgique, dans les pays occidentaux comme ça, où ce que t'as les crédits, où ce que t'as ici, ou ça, voilà, généralement, la plupart du temps, ça peut très très vite mal tourner. C'est pour ça que, voilà. Après, chacun sa position par rapport à ça, on va pas juger, mais voilà, c'est pour ça que dans la religion, c'est quelque chose qui est interdit, qui est interdit. Mais c'est vrai, hein, quand t'as en France, c'est des crédits, mais on va pas parler, même si tu fais pas de crédit, t'as les impôts, les ci, les ça, et c'est vrai que vite, tu peux très très vite, même si tu fais tout pour payer ce que tu dois payer, etc., tu peux vite te retrouver avec la corde au cou, hein, au sens propre comme au sens figuré. Et c'est une vraie remarque ce que tu viens de dire. Je suis entièrement d'accord. Il y a le frérot Boateng. Alors je lis la question de Boateng. Il dit ma femme me demande, je suis belge, mais je rêve d'aller vivre au Maroc. Comment les Marocains vont le voir? Genre les gens bêtes pensent que l'étranger vole le travail. Attends, est-ce que j'ai dit je crois que je l'ai mal lu. Ouais, non, c'est bon, c'est ça. Genre ici les gens bêtes pensent que les étrangers volent le travail. Ok, ouais. Est-ce que c'est vrai? Donc est-ce que genre en mode au Maroc ils vont voir genre une étrangère, une Belge qui va arriver et la voir comme quelqu'un qui va voler leur travail. Tu penses que ça va être le cas ou pas? Honnêtement, non, je pense pas. Je vais te dire, déjà, les franco-marocains, les belgo-marocains, ça reste quand même une petite minorité si on vient comparer aux subsahariens. Il y a énormément de subsahariens, mais quand je te dis, par exemple, là, si je vais postuler dans une boîte au hasard à Casa, je vais trouver peut-être 30 à 40% des employés, c'est des subsahariens, tu vois, des Sénégalais, des Ivoiriens, etc. Et même avec eux, ça se passe bien. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais vu de tension en mode, ouais, il nous a pris notre travail ou quoi que ce soit. Et autre chose, c'est-à-dire que si, donc sa femme, là, pour le coup, elle vient, donc elle postule auprès du RH, du responsable de recrutement, etc. Elle va voir son profil. Pour le même niveau d'études, pour le même nombre d'années d'expérience, juste le fait qu'elle soit belgo-marocaine, mais le RH, alors ça aussi, c'était un truc que je voulais préciser ici, c'est que déjà, quand elle va faire son entretien, je t'assure, moi, quand j'ai fait mes entretiens ici, frérot, j'avais l'impression que c'était moi qui passais un entretien au recruteur. C'est-à-dire qu'il veut tellement ce profil-là que au bout de 5 minutes de conversation, tu vois que c'est lui qui est en train de mettre en avant sa société pour que tu la choisisses. Ouais, donc, parce que tu viens d'Europe, parce que tu as cette étiquette européenne, tout ça.
Ok, j'ai capté. Exactement. J'ai capté. Donc, quand ton profil, il va être un petit peu spécial, donc ils vont faire entrer par exemple sa femme dans l'entreprise, déjà, toi, tu sais qu'il y a une connexion qui s'est faite avec le recruteur, tu vois. Les autres, ça reste des employés. Tu vas être un petit peu le petit protégé du recruteur, tu vois. Après, Surtout ce qu'il si faut t'as les préciser, c'est que compétences. sa femme, elle est belge de souche. C'est pas une belgo-marocaine, c'est une belge, 100% belge. Donc c'est peut-être, D'accord, voilà, je sais pas si t'as d'accord. pris ça en compte dans ta réponse. Ah oui, ok. Oui, non, bah, si on prend l'exemple par exemple des subsahariens, tu vois, moi j'ai jamais vu de tension ou ne serait-ce que des pics ou des remarques qui ont été faites à des subsahariens. Pour moi, voilà, t'es sociable, t'acceptes la mentalité des gens, tu t'adaptes à la mentalité du Maroc, il y aura aucun problème. Personne va venir te dire, tu nous as pris notre. Au contraire, tu vois, peut-être au début, ça va être des questionnements sur qu'est-ce que tu es venu faire ici, et ils vont essayer d'apprendre de toi. Moi, honnêtement, je vois aucun problème à ça. Je pense pas vraiment. Allô? Ouais, c'est bon, excuse-moi, la voiture restait éteinte. À ton aise, à ton Ouais, aise. c'est bon, frérot, je suis là. Après, il faut les diplômes supérieurs pour vivre correctement au Maroc. Bonne question. Écoute, Bonne question. écoute, moi, je suis pas d'accord aussi avec ça non plus. Pour moi, ça va être ton profil et tes compétences. Ça veut dire que tu vas venir en entretien, ils vont pas te parler forcément de tes études, etc. C'est le métier pour lequel tu vas postuler. Pas te poser des questions, bien sûr, sur ce métier-là. Si tu Mhm. gères ton domaine, il n'y aura aucun problème. Moi, j'ai niveau bac, frère, tu vois. Mhm. J'ai déjà postulé dans des postes où ils demandent minimum bac plus 2 en commerce, etc. Tu vois. Donc, ça n'a jamais posé problème. Vraiment, que ce soit aussi pour les diplômes, ça pose pas problème. C'est les compétences. C'est vraiment les compétences. Tu viens avec quelque chose que tu sais gérer. Bien sûr, quand même, voir si ce domaine-là, il fonctionne ici au Maroc, dans le salariat. Et si ça fonctionne, il n'y aura pas de souci. Mais Pas besoin de. pour Ouais. revenir, Après, c'est. pour rebondir aussi un petit peu sur la question d'avant aussi, en dehors de ça, c'est qu'il y a, Mhm. il y a Borg, il est peut-être pas forcément d'accord avec toi quand il dit pour lui, au Maroc, il y a du racisme envers les subsahariens. Est-ce que toi tu constates ça? Moi je viens d'arriver, j'ai pas vraiment constaté ça. Moi je vois pas du tout Mhm. ça même. Je vois les subsahariens dans la rue, ils rigolent avec voilà, les Marocains d'ici. Ils travaillent un petit peu. Il y en a, ils sont embauchés. Je vois il y a des commerces à côté de chez moi où tu as des subsahariens qui travaillent voilà, dans des bons cadres, dans des bonnes conditions. Ouais. Et voilà, de manière. Après, peut-être que ça dépend peut-être de la ville. Peut-être parce que j'ai l'impression, en fait, c'est aussi le choix. Mon choix sur Marrakech, c'est que il y a un côté. Je trouve que t'as le côté un peu certain côté positif d'Europe que tu retrouves. Cette multiculturalité dans le bon sens du terme, le fait que voilà, il y a des gens qui viennent d'un peu de partout. Moi, c'est l'exemple que je prends souvent. Je dis, tu vois, je descends au Hanout du coin, je vois il y a des Chinois au Hanout. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est Ouais. pas partout. Tu vois pas ça partout. Donc c'est ça. Donc pour toi, le racisme au Maroc, t'en penses quoi? Alors, pour moi, le racisme, bien sûr, ça existe, comme partout, tu vois, ça existe. Ouais, Tout bien dépend sûr. de l'endroit. La question, Il y c'est a deux plus par types rapport à la de. France, par exemple. C'est ça. euh, Attends, je vais finir juste par rapport. Donc, par rapport aux subsahariens, il va y avoir deux profils. T'as les subsahariens qui sont venus vraiment pour travailler, tu vois. Ouais. C'est des gens qui avaient déjà une petite situation ou bien Mhm. des compétences, justement, dans certains domaines commerciaux où ils savent parler, etc. Eux, ils vont venir s'installer. Ça va être comme toi et moi, Chronique. C'est-à-dire Mhm. qu'ils vont habiter dans des beaux endroits. Ils viennent pour travailler. Ils ont une vie comme un Marocain. Donc, leurs Bien enfants, ils sont sûr. à l'école marocaine. Après, t'as des quartiers aussi où tu as beaucoup de clandestins, tu sais, ceux qui sont de passage. À Tanger, ça existe beaucoup d'ailleurs, il y a eu Ouais, pas mal ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. de problèmes par rapport à ça. Moi, si je suis marocain, d'accord, et que je suis habitué à mon quartier, j'ai que des Marocains depuis des années, et là d'un coup, il y a une communauté qui vient s'installer et qui ne respecte pas forcément. Je ne fais pas une généralité, hein, mais ça existe, tu vois. Donc, comme je t'ai dit, il y a les subsahariens qui viennent pour travailler, t'en as d'autres, c'est des clandestins qui viennent aussi un petit peu profiter du système marocain parce que c'est quand même mieux que leur pays d'origine, tu vois. Mais ça, Bah, alors à ce moment-là, c'est plus du racisme d'ethnie, mais c'est du racisme social. Et en vrai, j'ai envie de te dire, un Marocain qui mendie dans la rue et qui a ses conditions, il sera traité aussi de la même manière, en vrai de vrai, quand tu regardes. exactement. Sauf que là, l'exemple que j'allais prendre, c'est par exemple dans un quartier spécifique de Casa, par exemple, bah, le quartier entier, que ce soit les commerces, que ce soit les immeubles, ils ont été vraiment accaparés par les subsahariens. C'est un quartier, on va l'appeler Dakar, tu vois. C'est un Mhm. quartier vraiment, il n'y a que eux. Et c'est vrai qu'au niveau du civisme, parfois, tu vois, c'est pas top. Donc moi, je suis marocain, je vois qu'il y a un manque de civisme et c'est des étrangers. Bien sûr, il va y avoir une certaine forme de racisme. D'accord. Après,
pour généraliser, il y a un petit racisme. Je sais pas si ça se dit, tu vois, mais c'est un racisme mignon, tu vois. C'est que ils vont peut-être faire la maladresse. La maladresse, c'est ça. La maladresse, exactement. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ah, vas-y, leur bouffe, je peux pas, ça pue, des trucs comme ça. Mais au final, le même subsahérien, s'il se retrouve dans la merde et il a pas où dormir, il a pas où manger, le Marocain, tu sais, quand t'es vraiment raciste, tu vas pas les aider. Donc, les gens de qui t'es raciste, tu vois. Le Marocain, ça va être le premier à venir te donner un plat, un subsaharien qui est en galère, à lui donner de l'argent s'il a besoin, tu vois ce que je veux dire, à aider. Donc, il y a un racisme, ça c'est sûr. Après, c'est pas flagrant. Mais tu sais, moi, j'ai remarqué par rapport à ça, pour terminer sur la question du racisme, c'est que au Maroc, contrairement à la France, un Marocain, justement, s'il est raciste ou xénophobe, il va te le dire ouvertement, il n'y aura pas de problème là-dessus. Alors que en France ou en Belgique, il y a plus ce truc de se dire, ah non, mais moi je suis pas raciste, alors que ça se trouve, il peut être 2 fois plus raciste que certains Marocains. Je pense que c'est la comparaison intéressante qui peut se faire par rapport à ça. Ouais, alors, je suis grave d'accord avec toi. Il y a une deuxième question de Boitin qui demande, est-ce que tu connais des bons sites pour checker des offres d'emploi au Maroc? Bien sûr. Alors, au Maroc, tu as le Facebook Market. Alors, tout se passe là-bas. Tu vois, Facebook Market, ah ouais. Je t'assure, Facebook Market et les groupes Facebook aussi d'expatriés, tu as énormément d'opportunités. En fait, ça va être le bon coin marocain, même si la plupart ils connaissent Avito, etc. Facebook Market, franchement, c'est là où tout se passe. Ben c'est bon à savoir. Hein. C'est bon à savoir. On n'aurait pas imaginé. Bon, après, tu as les mêmes sites qu'en France. Tu as Indeed et l'autre, comment ça s'appelle, et LinkedIn, qui fonctionnent très très bien. Après, c'est vrai que Facebook Market, c'est vrai que j'ai remarqué ça s'utilise beaucoup. Parce que c'est comme ça que j'ai trouvé mon appartement sur Marrakech, par exemple. Sur Facebook Market aussi, en vrai. Non, t'as raison. C'est une bonne remarque, en vrai. Facebook Market, ouais, il y a pas mal d'opportunités. Achat, revente, emploi, tout ce que tu veux. Donc, immobilier, etc. Tu as tout ce qu'il faut dessus. Parfait. Et un racisme d'attention, je veux dire. Ouais, bon, on va pas dire les termes que t'as dit dans le chat, mais ouais, en vrai, c'est ça le racisme un petit peu d'atmosphère. Donc, en gros, t'as fait quand t'es revenu en 2019. Donc en 2014, quand t'es arrivé, t'as habité à Kenitra. Puis quand t'es revenu en 2019, là, à ce moment-là, t'étais plus aguerri, tout ça. Tu t'es installé à Marrakech, c'est ça au début? Alors, je vais te refaire donc le déclic, parce que tu as posé la question du déclic tout au départ. Ouais. Le déclic de 2019. Déjà, donc, quand je suis rentré en 2015 du Maroc, dans ma tête, c'était pas, non, c'est pas possible, je reviendrai pas. Au contraire, j'ai vu les défauts, j'ai vu les qualités, j'ai encore des choses à savoir. Maintenant, il faut que je me donne les moyens pour revenir dans de bonnes conditions. Parce que toucher 350 € et être chez les parents, c'était pas une vie, tu vois. Donc, j'ai eu pas mal de choses. Je suis retourné travailler en usine, un peu dans les centres d'appel, je faisais des bonnes payes. Je me disais, faut que je mets un peu d'argent pour revenir. Bon, j'ai vu que ça allait, parce que vraiment, quand je suis rentré en 2015, c'était vraiment, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse le maximum pour revenir le plus vite possible, tu vois. Et donc, du coup, j'ai essayé tout. J'ai essayé de mettre de l'argent de côté. J'ai été voir quels sont les domaines où il y a de l'avenir au Maroc. J'ai même été pour reprendre mes études en cours du soir, pour avoir un diplôme dans les énergies renouvelables, parce que je sais qu'il y a de l'avenir là-dedans au Maroc. Malheureusement, j'ai pas pu continuer les études, etc. Donc, bon, après, l'été 2019, il se passe quoi? J'ai mon petit cousin, lui, c'est un Marocain qui est né en France. Ouais. D'accord. Et qui est parti s'installer, enfin ses parents, parce qu'il était tout petit, sont partis s'installer il y a plus de 20 ans maintenant au Maroc, tu vois. D'accord. Et ils avaient pas mal de commerce dans l'immobilier, la restauration, etc. Et tout le monde dans ma famille sait que j'ai une attache particulière avec le Maroc. Donc cette année-là, il avait acheté une voiture, son père il lui a demandé de la descendre au Maroc, il m'a demandé à moi si je pouvais l'accompagner. Donc ça s'est fait vraiment sur un coup de tête, c'était vraiment pas prévu. Du coup, je parle avec mon oncle une fois que j'arrive au Maroc. Ça va, ça se passe la France et tout. Je dis, frère, j'en peux plus, vivement que je rentre. Il me dit, t'attends quoi? Je dis, Roya, pour venir au Maroc, faut de l'oseille, tu vois. Et là, donc, j'ai eu cette opportunité-là où il me dit, écoute, nous, on a des commerces, etc. Moi, je te verrais bien gérant chez nous, tu vois. Là, j'ouvre un nouveau restaurant, etc. Il ouvre dans 3 mois. Il me dit, écoute, vas-y, rentre en France, t'as 3 mois pour faire tes bagages et reviens, je t'embauche. Avec un très bon salaire, tu vois. Ah ouais? Ouais, tout frais payé, donc appartement, un bon salaire, etc. Ça, c'était mon déclic donc de 2019. Moi, tu m'étonnes, c'est un beau déclic, ça. C'est une bonne opportunité, ça. Tu vois. Ouais. Donc, moi, 2019, du coup, je commence à vendre tous mes meubles, etc. Bon, je stressais un petit peu. Mais avant d'arriver au Maroc, je sais pas poser cette question, mais t'habitais déjà tout seul ou t'habitais chez tes parents?
Non, j'habitais déjà tout seul D'accord. et j'étais marié une première fois, donc avec mon ex-femme. D'accord, ok, ok. Donc tu étais déjà marié. Ok. Mais c'est pas. Pas C'est d'enfant. pas. T'as pas divorcé parce que tu voulais habiter au Maroc. Oh, on va y venir, justement, on va y venir si tu veux. D'accord. Il n'y a pas de, y a pas de souci. Du coup, début décembre 2019, donc je vis au Maroc. Je pose mes affaires, j'avais pris un petit appartement provisoire à Marrakech. Donc là où je devais être employé, c'était à Casa. Okay, donc mon oncle à ce moment-là, il habitait dans une autre ville au Maroc. Il avait déjà un commerce et le commerce était en cours d'ouverture. Ça, c'est fin 2019. Okay. Du coup, dès que j'arrive, je pose mes valises, je passe une petite semaine, le temps de me reposer et tout. Et là, je vais donc pour travailler avec lui dans pas le commerce dans lequel je suis censé travailler, mais un autre, juste pour apprendre le métier de gérant, tu vois. Donc j'ai passé là-bas un petit mois où j'ai appris tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il y a à faire, etc. Ensuite, j'ai pris mon appartement sur Casa, donc pas loin de justement le restaurant qui va ouvrir. Et là, je l'accompagnais dans toutes les étapes, travaux dans les mahals. Donc je suis venu, mais le restaurant n'est pas encore ouvert. Ok. Ok. Du coup, on est en pleine ouverture, donc travaux dans les mahals, les autorisations, les machins. Ça me permet moi aussi en même temps de voir un entrepreneur comment ça se passe, les difficultés qu'il peut avoir, etc. Ouais, c'est vrai, ça t'a fait plusieurs expériences en une seule en fait. C'est ça qui est top. Exactement. C'est une expérience qui a été très courte, je t'explique. Donc du coup, je suis venu, j'apprends le métier, etc. Et là, fin 2019, on commence à entendre parler du Covid en Chine. Ouais, c'est ça, parce que j'allais te poser cette question, c'était pendant cette période-là, ouais. Voilà, donc moi, quand je suis parti, il n'y avait pas encore de Covid. Hein. J'étais pas du tout au courant qu'il allait y avoir le Covid. Il y en a pas qui me disent ah, t'es venu pour le Covid. Je dis non, 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 je suis venu juste avant et quelques semaines après, on commence à entendre parler du Covid. Du coup, le Covid, il arrive. Qu'est-ce qui se passe? Tous les mahals, ils peuvent plus avancer dans leurs travaux. Surtout ici au Maroc, c'était très serré. Tu vois, tout ce qui a été mis en place pour le Covid, interdiction de sortir de sa ville. À un moment, c'était même interdiction de sortir de sa rue. C'est-à-dire, si tu sors et que tu dis tu vas au Hanout, tu montres ta carte nationale pour voir si tu es vraiment à côté du Hanout. C'était très strict. Au Maroc, la gestion du Covid était très stricte, je me rappelle. Juste à travers les vidéos, tout ça, on voyait ça. C'est ça. Donc là, on apprend que ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. En attendant, j'ai le patron qui est de ma famille, qui me paye un loyer, etc. Et tu vois, j'ai une certaine fierté. Et là, je sens, même si on ne l'a pas du tout fait montrer, tu vois, mais je sens que je suis un poids. Parce que je suis là pour travailler avec toi, mais je ne te rapporte pas d'argent vu que les restaurants ne sont pas encore ouverts. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour être gérant. Du coup, moi, et ça a pris énormément de temps donc eux, au final, ils ont ouvert que je pense novembre 2019, donc presque un an, tu vois. Je pouvais pas me permettre de rester un an à la charge de quelqu'un. Du coup, je dis quoi? Alors là, tout le monde en France, bon déjà, quand je dis que je vais partir en 2019, j'ai tous mes potes qui me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ma famille, qu'est-ce que tu vas faire? Mais t'es pas sérieux? Non. Donc du coup, je vais pour travailler avec eux, Covid, je vois que ça avance pas, je me dis attends, le mec est en train de me payer un loyer, il me paye alors que je travaille pas forcément. Je dis écoute, tu sais quoi? Et à aucun moment il t'a dit ouais, au bout d'un moment frérot, on veut bien être gentil mais va falloir trouver quelque chose. Non, jamais, franchement, jamais. C'est vraiment venu de moi, tu vois. Toi, waouh. Ouais, c'est vraiment venu de moi, tu vois. Et donc du coup je dis écoute Roya, je vais rentrer à Kinitra. Et lui, il était inquiet un petit peu, tu vois, parce qu'il se sentait redevable aussi auprès de ma famille. Mais c'est moi qui l'ai ramené, mais il va se retrouver tout seul. J'ai dit, écoute, t'inquiète pas, c'est Dieu qui donne, tu vois. Si je suis venu, t'étais peut-être juste mon sebeb pour que je vienne au Maroc. C'est sûr, ouais, c'est vrai. Donc, du coup, je rentre à Kinitra. Et là, justement, pour revenir au mariage, la personne qui m'avait suivi, donc c'était pour une situation au Maroc, tu vois. C'était une situation. Ah ouais, donc à ce moment-là, donc t'étais encore marié avec ta première femme. Exactement. Okay. Exactement. Ok. Après, voilà, je me suis marié super tôt, à 20 ans. C'était peut-être un petit peu précipité. Donc, après, avec le temps, j'ai vu que rien n'est fait au hasard. Dieu, il fait tout pour... donc, tous ses plans sont bien faits. Et du coup, donc je rentre à Kinitra. Donc, du coup, là, plus de revenus. Je touche mon RSA. C'est tout ce que j'ai. Ouais. Donc là, il y a un débat qui s'installe avec mon ex-femme. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je dis, écoute, c'est le ramadan. Là, le ramadan, il commençait dans 3 jours quand je suis rentré à Kinitra, tu vois. J'ai dit, écoute, c'est le ramadan. On va prier tout le mois. T'inquiète pas, Dieu va nous ramener quelque chose. Ouais, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je vois que. Elle était musulmane, ta femme, ou pas? Ouais, elle était musulmane. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, j'y écoute. Elle me dit, vas-y, on rentre en France. Je dis, non, si tu veux rentrer en France, on passe au tribunal ici. D'accord? Chacun fait sa route et c'est moi l'homme, c'est à toi de me suivre.
Donc, elle voulait pas au départ. Bon, j'ai réussi à dire qu'écoute, moi, ma vie, je la vois ici. Si je suis venu, j'ai tout vendu, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose qui m'attend ici. Tu Ok. vois. Donc, du coup, je l'ai renvoyée. Elle est partie. Et là, je passe l'un des pires mois de ma vie, ou 2-3 mois de ma vie. Ça veut dire que je me retrouve au Maroc, dans la maison familiale, alors que j'étais venu pour travailler pour à peu près 2000 € par mois. J'étais dans un appartement luxueux, en plein Maarif, à Casa. Je me retrouve dans la maison familiale à Kenitra. Le RSA qui tombe, rien d'autre. Wow. Et là, du coup. Il était à combien le RSA à ce moment-là? Je crois que c'était 450 €, presque 500 €, je crois. Waouh, c'est dur, hein. Pendant que je travaillais avec mon oncle, quand je savais pas encore que c'était mort, j'ai un ami d'enfance qui m'a contacté en me disant Salim, je me suis installé au Maroc, j'ai encore mes sociétés en France, j'ai besoin de quelqu'un pour me faire la gestion administrative, donc assistant de gestion si tu préfères. Tu vois. Écoute frérot, ça a l'air pas mal, mais je suis venu m'engager avec quelqu'un de la famille, je peux pas les laisser tomber comme ça, tu vois. Il me dit ok, j'entends, il n'y a pas de souci. Et du coup, donc je rentre à Kenitra, Ramadan tout seul, etc. Je me retrouve vraiment tout seul à faire mes plats tout seul, et tous les soirs je prie. Je demande à Dieu de me ramener une situation, tu vois. Du coup, je rencontre, donc, et je prie aussi, je demande à Dieu, donc là je suis tout seul au Maroc. J'ai demandé 2 choses. Trouve-moi une situation et une femme. Deux d'un coup, deux prières en une. Exactement. T'es fort, hein, t'as raison. Il y a pas 3 mois qui sont passés où il m'a ramené les deux. Dieu m'a ramené les deux. Moi, c'est ce que je dis. Subhanallah. Du coup, je recommence. Waouh. C'était pendant Ramadan, ça, les prières que tu faisais? En plein Ramadan, en plein Covid. Incroyable. Ouais. C'est pour ça qu'hier, j'ai vu une petite partie de ton live couple-mariage où tu as dit, bon, la seule solution, pour toi, c'était le fait de, quand tu parlais de mariage, c'est de lui proposer d'aller chez sa mère, et si elle dit non, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi, je vais dire, la vraie solution, c'est de poser son front au sol et demander à Dieu, frère. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça hier, mais t'as raison. T'as raison, frérot. C'est vrai que c'est les bases, et au final, voilà, on néglige ça. Mais subhanallah, là, il y a tout le monde dans le chat qui sont choqués. Ouais. Incroyable, subhanallah. Waouh. Mais écoute, frérot, pour la partie travail, on va en parler, mais ce qu'on veut savoir, et je sais peut-être que jeudi prochain tu seras dispo, ou ne serait-ce que même dans le chat sans que tu montes en vocal, mais jeudi prochain on te veut sur un radio Love, hein. Ah mais franchement on est intéressé, là on veut savoir un peu comment ça c'est subhanallah. Du coup c'est cool. C'est Radio Love le nom, c'est bon, officiel? Ouais, mais écoute frérot, j'ai envie de te dire, on a basculé on hésitait entre plusieurs. Il y avait en fait, je crois que t'avais proposé Radio Zawej, c'est ça? Exactement. Ouais. Zawej, c'est bien, mais je trouve que ça faisait un peu trop sérieux, trop formel. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais pas que les gens pensent que c'était un truc juste sérieux ou ce qu'on allait. Donc je me suis dit, voilà, il faut un petit côté second degré, donc on est resté sur Radio Love. Écoute, ça peut encore changer. Ce qui est important, c'est pas le nom, mais c'est le live en lui-même. Et franchement, hier, c'était top d'ailleurs. Mais écoute, jeudi prochain, si tu voudras un petit peu, si tu voudras intervenir par rapport à ça, même si c'est pas en vocal, hein, si je te mets dans le chat et tout ça, t'es le bienvenu. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment t'as trouvé ton travail à ce moment-là. Comment ton travail est venu? Comment t'as trouvé du taf à ce moment-là? Ok, donc là, je rencontre donc ma femme actuelle, tu vois. On se parle à distance, etc. Et donc, c'est directement, ça parlait de mariage. J'ai vu que ça matchait direct, j'avais aucun doute que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais me rapprocher de Casa. En plus de ça, pour les opportunités, il y a un peu plus d'opportunités à Casa. Je me suis dit, je vais y aller, je vais travailler. J'ai postulé justement, donc, commercial mutuel avec un salaire de base de 6 000 dirhams. Et la moyenne des salaires là-bas, donc si tu comptes les primes, c'était 18 000 dirhams. Il y a des mecs, des Marocains du Maroc. La moyenne? Là, ça va peut-être... Ouais, attends. 18 000 dirhams, donc 180 € plus ou moins, les gars. Exactement. Wow. Exactement. Il y a 1800 € plutôt. Il y a des mecs qui... Alors, je te jure, tu les entends parler, tu dis, mais c'est impossible qu'ils vendent. Mais en fait, ils ont ce qu'on appelle ici jibha, c'est-à-dire que... Je sais pas comment la traduire. C'est-à-dire qu'ils ont le culot, voilà, c'est du culot, tu vois. Ok. Je t'assure, frérot, il y a des mecs... Ah, 1800 €, ouais, pardon, ouais, 1800 €. Ouais, 1800 €. Il y a des mecs, frérot, en prime, donc dis-toi, le salaire de base, il est à 6 7 000, 8 000 max. Il y a des mecs qui font du 3 500 €, 3 000 €, 3 500. Les meilleurs font du 4 000, 4 500 € en vendant des mutuelles. D'accord. Des mutuelles marocaines?
Non, non, des mutuelles françaises, c'est des centres d'appel, donc délocalisés, c'est tu travailles qu'avec le marché français et certains avec le marché belge. Là, depuis qu'ils ont sorti une loi sur le démarchage en France, ils basculent tous sur le marché belge. D'accord. Ah ouais, ok. Ok. Voilà. Non, Donc, moi et les maths, les gars, ça fait 2. Non, donc mais après, ça montre une toute autre tournure. Ah, c'est incroyable. Mais, comment dire, les horaires c'est comment? C'est toute la très bonne journée? question. Donc, du coup, par rapport aux horaires, donc en France, donc quand tu travailles au SMIC, un CDI, tu es en 35 heures par semaine. Ouais. On est d'accord, tu fais tes 35 heures en France, tu rentres, t'es KO, t'as même pas le temps d'aller prendre un café, ça y est, c'est métro, boulot, dodo. Ouais, non, 35 heures, c'est impossible. Ouais, c'est pas impossible, ici, mais tu peux pas vivre à côté. Rien d'autre. Eh ben, ici au Maroc, c'est 44 heures que tu travailles. D'accord. Par contre, 40, donc au Maroc, un temps plein, c'est plus qu'au. Ouais, d'un côté, c'est vrai. D'un côté, c'est qu'au Maroc, c'est vrai que, ben ouais, en vrai, ça m'étonne pas, parce qu'au Maroc, ils travaillent tard. Hein. Je vais chez le coiffeur, il est encore là, à minuit, 1h du matin. Ouais, d'ailleurs, je rejoins ta team où t'as dit, est-ce que pour ceux qui vont au coiffeur la nuit, je suis comme toi, frérot. T'es comment? Ben ouais, mais ça, c'est, quand t'habites en France, t'envisages pas, mais au Maroc, tu te dis, mais en fait, ben c'est totalement plus facile. Tu finis ta journée, tranquille, tu mets la petite à dormir, ta femme, elle va dormir, tu vas chez le coiffeur, tu prends ta petite douche, tu vas à l'ENAS, c'est incroyable. On est d'accord? Exactement. Pareil. 23h en moyenne, j'y vais vers 23h, moi, chez le coiffeur. 23h, c'est parfait. 23h, minuit, voilà, parfait. Moi, tout ce qui est, voilà, ce genre de choses. Même en Belgique, je le faisais, autre chose. Les five, la nuit. 23h, minuit, c'est incroyable. Ok. Ouais, nous aussi, c'est ce qu'on fait ici aussi. Bon, je suis pas très fort au foot, mais ouais, on fait des five le soir aussi, pareil. Mais voilà, c'est incroyable. C'est ce genre de choses que, en Belgique, quand tu fais ça, ou en France, on te prend pour un fou. Il y a personne qui va faire des five avec toi. C'est très rare, en tout cas, Ah oui. ce genre de personnes qui font ça. Au Maroc, tu sais que au Maroc, j'ai beaucoup moins de personnes de ma commune qui sont sur Marrakech que Bruxelles ou en Belgique de manière générale ou dans le nord de la France. Mais malgré ça, j'ai beaucoup moins de mal à trouver des joueurs avec qui jouer, des trucs, parce que voilà, les gens, ils sont là, 23h, minuit, 1h du matin, ils sont là, ils sont présents. Ça, c'est, franchement, le fait qu'au Maroc, ils vivent la nuit comme ça, c'est exceptionnel, c'est parfait. Par contre, c'est vrai que t'avais un problème de ponctualité, tu vois, au Maroc. Bah, allez, on connaît ça chez les Arabes. Bien sûr. Mais quand ça parle de foot, là, ils sont tous à l'heure, au five, etc. Il y a personne. Ouais, ça dépend qui, mais ouais, bon, ça dépend qui. Moi, la ponctualité, frérot, voilà que je le fais pas exprès, mais c'est pas du tout mon point fort. Tu veux me dire, demain, je te ramène 200 000 euros sur la table, je serais capable d'être en retard, frérot. C'est pas mon truc, la ponctualité. Il faut que je travaille. C'est fou, Ilias, c'est toujours en retard. Ouais, tu vois, j'ai même pas fini de dire, Boateng, il l'a dit. Voilà. Les frérots, vous inquiétez pas, les questions, je les vois, je vais y répondre juste après. On est toujours sur le témoignage du frérot, on va alterner un petit peu avec les questions juste derrière. Mais du coup, donc 44 heures semaine, mais c'est énorme. Donc tu vis plus alors à ce moment-là. Non, justement, c'est ça que je voulais te dire. Ouais. En France, tu fais 35 heures, t'as un rythme métro, boulot, dodo. Ouais. Et si tu fais 44 heures, je t'assure, frérot, tu sors, tu vas prendre ton café, t'es pas fatigué, t'as vraiment l'impression de vivre, tu vois. Après, 44 heures, c'est la moyenne, mais je sais que le dernier poste où j'ai travaillé, on faisait 40 heures. Mais malgré ça, parce que j'avais le temps d'aller au café, aller me balader au bord de la plage après le travail, tu vois. Mais donc, 44 heures, ben alors tes horaires, le matin, t'arrives à quelle heure et le soir, tu retournes à quelle heure chez toi? On va dire 9h, 19h, avec 1 heure de pause déj. Ok, j'ai capté. En fait, c'est vrai que en France, tu as un horaire où tu finis à 19h, c'est fini, frère. Tu rentres chez toi, tu naisses, tu fais rien d'autre, tu mets la télé, vite fait. Mais au Maroc, à 19h, la journée, elle fait que commencer. C'est vrai ou pas? Exactement. C'est vrai, on est d'accord. Et tu vas être moins fatigué, subhanallah. J'ai ce sentiment-là. Où moi, par exemple, je l'ai remarqué en plus. Voilà, je l'ai remarqué. J'ai eu la transition là maintenant avec ces 2 semaines où je suis retourné en Belgique, frérot. J'ai remarqué. Ouais. J'ai eu cette transition parfaite où j'ai vraiment bien remarqué. Parce que la première fois quand je venais d'arriver, j'avais pas ce recul-là parce que je venais d'arriver, je pouvais pas voir ma productivité parce que je m'installais, j'avais pas tout mon matériel, tu vois, c'était un peu compliqué donc je savais pas vraiment savoir. Mais là, quand j'ai fait cette transition, retourner en Belgique pendant 1 semaine, 10 jours et revenir au Maroc, j'ai vu la différence en termes de productivité, ça n'a rien à voir. En Belgique, je suis là et je parle rien que pour mon travail, les vidéos, YouTube, les lives, tout ça.
beaucoup moins productif. J'ai beaucoup plus de mal à me réveiller le matin. Tu vois, je suis plus fatigué. Alors qu'au Maroc, ça, vous voyez bien le rythme de vidéo, le rythme de live, et je suis là, je peux rester encore jusque 3h du matin, 4h du matin sans problème, et le lendemain matin, je peux encore me réveiller assez tôt sans... Ouais, je sais pas si t'as ce sentiment-là, ou au Maroc, t'es moins fatigué, subhanallah. Mais grave. Mais je sais pas si c'est dû à quoi, mais c'est la vérité. Tu vois, si je dépassais les 1h du matin en France et que je devais me réveiller à 8h, c'est vrai, ma journée, elle est morte. Là, je trouve que des fois, ça m'arrive de dormir à 2-3h du matin, je me réveille à 8h, je suis en forme. C'est fou, hein. Ouais, mais comme il a dit Nobody, je pense que la vitamine D joue un rôle là-dessus, hein. Je te jure, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, le fait que tu sortes peut-être le matin, que tu vois la grisaille, des têtes froissées qui sont pas contents, aigris, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et que là, tu sors, tu vois des palmiers, tu vois le soleil, tu vois ça, peut-être que ça joue, ouais. Je pense que ça joue. Tu sais, frérot, tu vois, avant, quand t'avais des expatriés qui allaient au Maroc et qui parlaient comme ça, les palmiers, je les prenais pour des fous, je me disais, je m'en fous des palmiers, frère, tu vois ce que, mais, wallah, frérot, que ça joue dans le cerveau. Tu sors de chez toi, tu vois, comme tu dis, des palmiers, tu vois un bon cadre de vie, tu vois du soleil, wallah, frérot, que, juste ça, même t'as un taf où tu gagnes 800 € par mois, même si c'est le cas, tu vois que ton cadre de vie est beaucoup mieux, frérot. C'est ça qui est exceptionnel. Surtout, bon, Casa, c'est magnifique aussi. Mais moi, ce que j'aime bien à Marrakech, là, en plus, c'est la période, je sais pas si tu as pu le remarquer. Dans les grands boulevards, tu vas voir, t'as le ciel, il est bien bleu, des beaux palmiers. Et quand tu regardes au loin, tu vois les montagnes enneigées. Je sais pas si tu les as remarquées ou pas. C'est pas encore enneigé, mais on voit les montagnes. C'est incroyable. À Marrakech, non, non, c'est incroyable. Le cadre de vie, comme tu dis, c'est incroyable. Tu sais que je trouve une chose, peut-être, il y en a, ils avaient pas être d'accord avec moi. Peut-être, je sais pas, mais je trouve que le Maroc, ça devient très très propre et de plus en plus propre. Ouais. Moi, la référence pour moi, c'est Rabat. Rabat, c'est un autre level. Rabat, pour moi, c'est hors catégorie. Je trouve que c'est c'est la capitale la plus propre que je connaisse. Je connais. Tu manges par terre, incroyable. Tu manges par terre. Ouais. C'est très rare parce qu'en général, qui dit capitale dit beaucoup de monde, beaucoup de pollution, Rabat, comme tu as dit, tu manges par terre, c'est beau, c'est propre, c'est ça. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Et juste avant de continuer, il y a donc la question du frérot Boateng, ou plutôt de la femme au frérot Boateng, qui dit qu'elle est enseignante du coup. Et elle dit donc, est-ce qu'elle peut rentrer dans une école belge pour enseigner, donc dans une école belge au Maroc, où je peux aussi enseigner dans une école française, un lycée français, où elle peut faire que belge, en gros, c'est ça la question. Vu qu'elle est belge, est-ce qu'elle peut faire que école belge, ou elle peut faire aussi lycée français, par exemple? Est-ce que tu sais, je sais pas si tu sais répondre à ça. Là aussi, c'est un peu Si, bien sûr. Non, au contraire, justement. Autant juriste, je t'ai dit directement. Ouais. Autant ce corps de métier, il y a de l'avenir pour quelqu'un qui a les compétences de France, de Belgique, qui va bien s'installer. Honnêtement, c'est le genre de profil que je te disais tout à l'heure où elle va pouvoir négocier son salaire. Il y a du travail à mort là-dedans. D'accord? Et pour répondre à sa question, bien sûr que non, elle peut postuler pour les écoles belges, pour les écoles. Parce que école belge, ça court pas les rues. Moi, j'en connais qu'une ici au Maroc, c'est à Dar Bouazzat Tamaris, c'est juste à 15 minutes de Casa. 15 minutes de Casa, il y a une école bien réputée belge. Bon, après, je pense que si elle passe par une école belge, une école française, le salaire, il va suivre aussi, il va être plus important. Ah, c'est un très très bon plan, ça, pour les enseignants. Ouais, franchement, tant que c'est francophone, elle va pouvoir postuler. Ok, c'est top, c'est bon à savoir. Dans une école privée, par exemple, tu vas avoir vraiment la prof qui va être dédiée à l'arabe. Elle est dédiée à l'arabe. Et ensuite, tu as les profs francophones, justement, pour les matières qui sont enseignants francophones. Mais franchement, déjà, le fait d'avoir de l'expérience et compétences dans l'enseignement, normalement, elle peut trouver une belle situation ici. Ah voilà, c'est très très bon à savoir ça par contre. Il y a donc Boateng il dit donc il y a juste à Rabat et à Casa apparemment les écoles belges, donc c'est ça, c'est le même salaire, c'est ça qui est bien, et souvent t'as les mêmes avantages où des fois ils t'offrent le logement, tes enfants ils peuvent être souvent inscrits gratuitement, voilà. Toi, tes enfants tu les as mis dans une école privée marocaine, française ou belge ou autre? Moi, vu que je viens d'arriver sur Casa et que j'ai pas eu le temps d'étudier, j'ai choisi l'école privée où était ma femme, parce qu'au moins on a l'expérience, on sait comment ça se passe. C'est une école trilingue, c'est une école marocaine, privée mais trilingue, français, anglais, arabe. Ok, d'accord. Donc, moi, tu sais ce qui me fait peur par rapport à ça, parce que moi aussi, pour l'instant, là, j'ai mis ma fille plutôt dans une école pareille, marocaine, trilingue.
Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pour une école marocaine, c'est pour le bac. Enfin voilà, elle aura un bac marocain, donc est-ce qu'elle pourra genre faire ses études en France, par exemple, parce qu'elle aura pas les portes, elles seront pas fermées pour elle. C'est ça qui m'inquiète. En fait. Ok, bah ça, parce que je sais pas si tu as vu les prix, à partir du moment où tu veux passer dans une école française ou belge, là, le budget, il augmente, mais un truc de ouf, tu vois. Super cher. Donc, moi, je me suis fait la même réflexion que toi, il y a pas longtemps en plus, je parlais de ça avec un pote. Moi, ce que j'ai pensé, c'est de le laisser justement l'école primaire, peut-être même le début du collège, et une fois qu'ils approchent les diplômes, l'inscrire dans une école française où il y aura un diplôme, en tout cas international, tu vois, qui sera reconnu à l'international. Et tu as le droit de faire ça? Tu peux faire ça? Non, alors j'ai pas eu d'informations comme quoi c'est pas possible. Normalement, ouais, surtout nous qui avons double nationalité, je pense qu'il y a aucun problème. Hein. Ok, c'est cool, c'est bien, c'est top, c'est un bon plan. C'est vrai que c'est un bon plan. Parce que frérot, tu vois, mais t'as parlé de l'aspect financier, t'as raison, c'est un facteur à prendre en compte. Mais en dehors de l'aspect financier, ben, je trouve que t'habites au Maroc, t'as des très 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 bonnes écoles marocaines, privées. Je trouve que c'est dommage de pas en profiter. Parce que surtout, en fait, tu vois, ils vont t'apprendre... ils vont garder un petit peu la culture marocaine, la culture musulmane, tu vois. Ton enfant, tu vas aller apprendre ta culture. Voilà, je pense que ça reste important aussi de voir ce genre de choses. Parce que qui dit école française, par exemple, ta fille, si elle veut mettre le hijab, voilà, si elle veut mettre le hijab à l'école, elle peut pas, des choses comme ça, tu vois, il y a pas ce côté religieux aussi qui, pour moi, est important. Donc je trouve que c'est important, je trouve que c'est dommage. Ce serait dommage de se priver de ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Même pas que ça. Même le fait, en fait, par qui c'est fréquenté ces écoles-là. Aussi, bien sûr, les fréquentations, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? La plupart, ça va être des fils de Bourges qu'ils appellent les Kilimini ici, tu vois. Ouais. Donc, eux, c'est le genre à recevoir leur bulletin trimestriel, à avoir 15. Mon fils, il va venir me voir, il va me dire, ouais, bah, un tel, son père, il a pris je sais pas moi, un RS3, tu vois, pour son bulletin de notes. En gros, pour te dire, genre, à la fin d'année, tu vois beaucoup. Ouais, j'ai capté, ouais. Ouais, c'est ça. Après, pas forcément que ça. À la limite, que ce soit des personnes assez aisées et tout ça. Mais généralement, je vais pas généraliser, mais il y en a beaucoup. Ils vont être un petit peu éloignés, malheureusement, de la religion aussi. Tu vois, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Exactement. D'accord, mais c'est super intéressant en tout cas. Franchement, je sais pas si vous avez encore des questions pour le frérot Salim. Bon, à la base, je t'avais promis de rester autour des 30 minutes. On a bien débordé, donc on va pas trop. Je vais pas trop te prendre ton temps, c'est déjà super gentil que tu as bien voulu accepter cette invitation. Il n'y a pas de souci, s'il y a encore des questions, il n'y a pas de souci. Moi déjà, je vais juste, tant qu'on est là, moi je vais te poser déjà une question, je pense que beaucoup se posent, et je pense même que ça nécessiterait même un live à part entière, que je sais pas si tu t'en souviens, je me rappelle très très bien qu'on en avait parlé, pendant la CAN 2024, où on voulait prévoir ce live avec ce sujet-là, c'est en termes d'investissement au Maroc. Toi qui habites au Maroc depuis 6 ans maintenant, qu'est-ce que tu conseillerais? Ouais. En termes d'investissement? Ouais. Bah après, les valeurs sûres, ça reste quand même l'immobilier. Ok. Ouais. Après, quand tu regardes, si tu prends l'exemple des Franco-Marocains qui viennent s'installer, bon, la plupart, ils ouvrent toujours la même chose. Des snacks, des chichas, des restaurants et l'immobilier. Tu vois. Moi, en étant là depuis un petit moment, j'ai remarqué qu'il y avait plein de petits services, du bled, tu vois, des trucs qui tapent pas forcément à l'œil, mais je te jure que ça rapporte. Après ça, c'est du cas par cas, tu vois, ça dépend du budget de chacun, ça dépend du style de vie qu'ils veulent, de la ville, etc. Mais il y a trop de choses à faire. Moi, je vois le Maroc comme un terrain vierge. Je regarde tous les concepts qui vont fonctionner en France, aux États-Unis, au Japon, etc. Tu viens, tu refais la même chose ici. Si tu fais les choses bien, un bon concept, etc., tout peut marcher. Tout peut marcher. Après, il y a des petits, par exemple, je sais pas si tu vois c'est quoi les mehlaba. Ouais, bien sûr, ouais. Je sais pas comment on pourrait lire ça en français, mais c'est... Une laiterie, ouais. Là-bas, la traduction exacte, c'est une laiterie, mais en gros, c'est un petit snack où tu prends tes petits déjeuners. Ils te font des œufs au plat, des jus d'orange, des trucs. C'est ça, voilà. C'est ça. Tu prends un petit jus, un petit déj, un petit jus, voilà, ouais, ça. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Bah, ça, par exemple, c'est un petit investissement, c'est pas énorme. Je t'assure, frère. Juste un exemple tout bête. J'ai jamais vu une mehlaba, par exemple, qui ouvre
je peux repasser 3 ans après, elle va être encore là. C'est que ça fonctionne, tu vois, c'est que c'est des projets qui fonctionnent. Ah ouais, mais tu sais que j'ai remarqué, les Marocains aiment trop manger dehors. Exactement, c'est fou, hein. De ouf. C'est trop dans leur culture. Nous, on n'a pas trop ça. Nous qui avons grandi là-bas, on n'a pas trop ça. Tu sais, manger dehors, c'est un événement presque. Tu vois, tu le fais une fois par semaine, une fois par mois. Là, c'est normal. Il y en a, c'est matin, midi, soir, c'est manger dehors. Et tout le monde, hein, des femmes, des hommes. Et aussi, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils vont manger dehors. Mais c'est pas en mode genre à plusieurs, on va au resto entre potes, voilà. Non, des fois la plupart ils sont là, ils sont sur leur téléphone, ils regardent leurs petites vidéos sur YouTube ou leurs petites séries Netflix, ils sont là en train de manger leurs trucs tout seuls comme ça. C'est très fréquent. Exactement. J'ai remarqué Exactement. Aussi. Après pour l'investissement, moi ce que j'ai fait aussi pendant un moment quand j'étais à Marrakech, j'avais parce que juste pour finir un peu donc mon parcours professionnel, je suis parti à Casa rejoindre ma femme. J'ai travaillé donc commercial dans les mutuelles, je faisais à peu près 10 000, 12 000. Ça n'a pas duré longtemps. Et j'ai mon pote justement qui m'a recontacté. Il m'a dit ouais, j'ai entendu que tu travaillais plus avec. Donc qu'est-ce que tu en penses de venir travailler avec moi pour être assistant de gestion de ma société. J'ai dit ok, qu'est-ce que tu proposes? On s'est mis d'accord sur un bon salaire. J'étais même payé à la tâche, donc j'étais freelance avec lui. Et là, je me suis marié, j'ai déménagé à Marrakech. Donc pendant un an et demi, je travaillais qu'avec lui, assistant de gestion. Entre-temps, on s'est fait notre petite communauté sur Marrakech. Il y a énormément d'entrepreneurs à Marrakech, que ce soit des entrepreneurs avec des entreprises locales ou des entreprises en France. Ils ont entendu parler de mon profil, parce que quand je travaillais avec mon pote, c'était pas une grosse charge de travail, tu vois, peut-être 3-4 heures par jour. Et j'expliquais mon profil et du coup, plein d'autres personnes qui avaient des sociétés, 3-4 la première année, ils ont bien aimé mon profil. Ils m'ont dit bah écoute, je veux que tu gères ma société toi aussi, tu vois, tout ce qui est facturation, etc. Donc après, je me suis fait 3-4 clients comme ça où je gérais leur société à distance. Donc pour autre chose qui peut fonctionner au Maroc, qui fonctionne très bien, c'est l'immobilier. J'ai fait de la location Airbnb. Franchement, je pense que c'était les meilleurs salaires que je me faisais. D'accord, ouais. C'était sur 8 mois. C'était sur 8 mois. En fait, j'avais un pote à moi donc, que j'ai rencontré à Marrakech, qui avait une villa, 2 étages, piscine, etc. Et il partait en France pendant 1 an. D'accord. Donc il m'a dit, ouais, écoute, ma villa va rester fermée, etc. Est-ce que ça t'intéresse de la récupérer? Je dis, ok, tu me la fais à combien par mois? Il me dit, ouais, je te la fais à 1 000 € par mois, tu vois. Donc sur 8 mois. Au début, je me dis, ouais, c'est quand même un budget, tu vois. Donc après, je suis parti regarder combien il a loué lui sur Airbnb, etc. J'ai vu qu'il y avait moyen de la faire à 200 € la nuitée. Donc je me 200 € la nuit. À moi. Ouais. Cette villa-là, ouais, c'est route de Chelifia, c'est connu. Ok. Ça fait partie du complexe Prestigia. D'accord. Donc du coup, bah, j'ai récupéré sa villa, on l'a payé pour 8 mois. Et on a fait de la sous-location sur Airbnb. Franchement, c'est gavé. Franchement, Airbnb, ça fonctionne. Je veux dire, alors que, ok, d'accord. La sous-location, donc le bien immobilier n'était pas à toi, en fait. Il était même pas à moi. T'es malin. Ça, c'est une bête d'idée, ça, les gars. C'est une bête d'idée, hein. C'est vrai que c'est un truc, moi, franchement, j'aurais jamais pensé, la sous-location. Mais c'était déclaré avec le propriétaire ou pas? Alors, je t'explique. Parce que souvent, ils acceptent pas. Voilà, je sais. Alors, mon pote, moi, il s'occupait de. Moi, tu sais quoi, j'ai jamais mis les pieds sur le site Airbnb. Donc, avec mon associé, on a divisé les tâches en deux. Lui, il s'occupait des réservations et de créer le compte sur Airbnb, mais c'était un compte à notre nom, tu vois, enfin à son nom, à mon pote. Et donc, lui, il gérait le site. Et moi, je recevais tous les appels et je faisais donc. J'accueillais les clients, je mettais en place les petites friandises, etc. dans les frigos. Je gérais les employés, donc le jardinier, le pisciniste, etc. Donc ça aussi, il y a des mauvais côtés parce que gérer des employés au Maroc, gérer du personnel au Maroc, c'est un travail. C'est vraiment un travail. Il faut savoir y faire avec eux. Il n'y a pas de confiance. Je sais pas, un exemple tout bête, je vais acheter 2 kilos de chlore, tu vois. Au bout d'une semaine, il va me dire, il y en a plus, il faut en racheter. Mais Roya, c'est pas possible, tu vois. Donc, ils te prennent ta celle-là, ils l'utilisent sur un autre chantier, etc. D'accord, ouais, j'ai capté. Tu fixes un rendez-vous avec lui mardi, il vient que jeudi. Donc, c'était les petits points négatifs, mais en tout cas, ça marchait. C'était toujours plein. Sur un mois, il y avait peut-être 3 ou 4 jours qui n'étaient pas pleins, c'était toujours plein. D'accord. Mais en termes de biens immobiliers, pour toi, tu peux acquérir quelque chose à partir de combien? Que ce soit un appart, un petit mahal. Sur Marrakech, par exemple. Ok, sur Marrakech. Le marché Marrakech, pas. Mais bon, on parle de. Ou n'importe une région que tu connais, ou voilà, pour qu'on ait un petit peu une fourchette, une estimation.
Bah, tu vas voir ce qui est appartement économique, tu vois, l'équivalent un peu des HLM de France, mais il y en a qui sont très propres. Tu vois, la vérité, il y en a qui sont très propres. Ouais, Moi, je ouais, connais je vois. beaucoup je connais beaucoup d'expats qui habitent là-dedans. Franchement, c'est bien, tu vois. T'es avec le peuple, mais personnellement, je peux y vivre. Si Mhm. demain, si demain j'ai plus les moyens ou quoi que ce soit, j'y vais sans problème. Là, tu as des appartements à partir de 30 000 euros. Ok. Sachant, sachant que tu as l'aide Sur de l'État, Casa? je sais plus. Non, là, je parle de Marrakech. Ah, De toute ok. façon, l'économique, c'est à peu près partout pareil au Maroc, que ce soit Marrakech, Casa ou les autres villes. À partir de 30 000, ouais, 30 000, tu as un truc en économique. Franchement, ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, 90%, ils n'habiteraient pas là-dedans. Quand ils vont voir, ça fait choc culturel. Ils vont Ouais. peut-être pas, tu vois, ça va pas attirer. Et même pour la enfin, pour la louer, si c'est pour faire la location, c'est pas, tu vas rentabiliser parce que tu as investi que 25 ou 30 000 euros, Ouais. mais voilà, ça va être des petits Tu le loues loyers à de combien, ça, 200, par 300 exemple, par un appart que tu as acheté à 30 000 euros? entre 180 euros jusqu'à 350. Ça dépend de la Ouais. superficie. Ok. Ok. Bon, l'avantage, c'est que tu le rentabilises. Tu peux le rentabiliser assez vite. Exactement, ouais, tu le rentabilises assez vite. Ouais, donc, ok. En plus, tu as l'aide de l'État aussi, donc je crois, je sais plus si c'est 5 000 euros ou 3 000, Ouais, je sais c'est plus vrai, c'est que. vrai. C'est quelque chose qui est à prendre en compte, ouais, exactement. Il Ouais. y a le frérot Kauka qui demande est-ce qu'il faut avoir des compétences bien supérieures aux locaux pour prétendre à être intégré dans le marché de l'Empire au Maroc? Parce que s'ils veulent pas payer plus cher un occidental qui a les mêmes compétences que des locaux, est-ce qu'ils peuvent payer moins cher? À niveau égal de compétences, tu vas être mieux, ta candidature va être retenue avant celle du Marocain. D'accord. Donc, je sais pas si ça répond à sa question, Ok, mais ok. à niveau de compétences égales, parce que voilà, il y a autre chose c'est que je voulais dire. Tu vois, quand on est en France, on va pas se mentir, on est en bas de l'échelle sociale, tu vois. On est en bas de l'échelle sociale. Même C'est vrai. des potes à moi qui ont réussi leur vie, qui ont des sociétés, etc. Je sais pas, ils vont aller dans un restaurant classe, ils vont aller, tu vois, juste au faciès, ils savent que tu es une classe sociale des Arabes, tu es en bas de la classe sociale, tu vois. En France, c'est dur. Il y a un plafond que tu peux pas dépasser en France. Au Maroc, tu viens ici juste avec ta culture française. Déjà, tu peux être au chômage, tu peux avoir zéro diplôme, t'augmentes en classe sociale. Tu C'est vois, donc fou. t'es Et bienvenu. c'est pas la première à me dire ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup m'ont déjà dit et c'est complètement fou de se dire ça. Bah, d'un côté, c'est Ouais, triste pour les locaux parce que c'est un petit peu injuste d'une certaine manière, mais d'un autre c'est côté, vrai. c'est une chance pour nous et ça peut que nous encourager à venir habiter ici. Après, à compétences égales, tu as quand même une plus-value, c'est que tu as la culture française. Donc, quand tu vas voir C'est enfin, moi, vrai, je vais parler du métier de commercial, par exemple. Quand tu as un interlocuteur au bout du fil, tu vas savoir c'est une plus force. t'adapter qu'un Marocain. C'est pas Voilà, faux. Et la langue c'est une aussi. force. Et la langue. Et la langue, bien sûr, bien Ouais, sûr. exactement, c'est pas faux. C'est pas faux. Ben oui, écoute, je vais te lire quelques questions en vrac là rapidement, pour Si. terminer rapidement ici ce qui était dit. Donc il y a le frérot qui réagit par rapport au rythme de vie. Donc le frérot Zlatan Poirier qui demande 9h 19h, mais la journée de taf est plus tranquille en France, non? Parce que c'est pas stressant. Ou est-ce que c'est pas stressant comme en France? Bon, je pense que tu avais répondu à ça un petit peu, non? Ouais, honnêtement, tu ressens beaucoup moins le stress. Mhm. Moi, je sais que personnellement, je vivais avec une petite boule d'angoisse, je sais pas pourquoi, en France, mais ici, c'est beaucoup moins stressant. Déjà, par rapport au cadre de vie, comme on a dit, ton profil qui est valorisé parce que tu as la culture française. Donc, même si tu travailles plus, tu as l'impression de travailler moins. Et il y a Boateng qui dit voilà, il aimerait habiter à Tanger, mais c'est trop cher. Est-ce que Ouais. tu lui conseillerais quoi comme ville près de Rabat par exemple? Près de Rabat, franchement, honnêtement, si tu travailles à Rabat, franchement, je conseille vraiment Kenitra, hein. Moi, je suis parti parce que Ah c'était par ouais? rapport à un projet professionnel. Moi, je conseille Kenitra. C'est une petite ville. Tu as des endroits, des appartements haut standing. Ça va être beaucoup moins cher que toutes les grandes villes, Rabat, Casa, Tanger. Tu es à 25 minutes de Rabat. Donc, en gros, c'est comme si tu habitais en région parisienne et que tu travailles sur Paris. Pour moi, je considérais que j'habitais à Rabat quand j'habitais à Kenitra. J'allais tous D'accord. les week-ends, mes restos, je les C'est faisais pas un à peu ghetto, Rabat. Kinitra? Non, 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 je t'assure que non. J'aurais imaginé. Bah, C'est franchement, moi franchement, j'imaginais que c'était vraiment la street, hein, Kinitra, justement. J'aurais pas imaginé ben, ça. Euh, franchement, j'habitais là, j'ai déménagé il y a 6 mois. J'étais à Kenitra, appartement 95 mètres carrés, 3 chambres. Franchement, très belle résidence, etc. Je la payais 400 euros par mois.
pour la même superficie à Marrakech, j'étais à 7000 dirhams par mois. D'accord. Wow. Tu vois, et franchement, c'est classe, c'est très très beau, c'est classe. Et voilà, quand tu as envie de sentir un peu le mode de vie de France, tu as Rabat qui est à côté. Et géographiquement, c'est super bien placé. Tu es à 1h30, tu es à, même 45 minutes, je crois, en TGV de Tanger, 1h20 de Casa en TGV, 20 minutes de Rabat. Donc en fait, tu es au centre, tu es vraiment proche de tout. Ah ouais, ok. Mais c'est un bon plan ça. Mais c'est un très bon plan. Ben voilà, Knitra, les gars. Rendez-vous tous à Knitra. On va aller s'installer tous là-bas. Après, pour tous les frères qui ont d'autres questions, qui n'ont pas le temps de les poser tout de suite, comme je t'avais dit, moi j'ai un projet en cours. Ouais, t'as bien fait de. On allait y venir dans tous les cas. Okay. Mais ouais. Vas-y frérot, je t'en prie. Ok. Donc, ouais, donc comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui ont des questions sur le Maroc, etc., j'ai préparé 3 produits. Donc, j'ai envie de commercialiser, Inch'Allah. Pour l'instant, je l'ai mis en stand-by parce qu'il me manque la partie marketing et publicité qui a un gros budget, tu vois, j'attends de rassembler. Je vais proposer donc un petit e-book donc avec toute mon expérience, tout ce que j'ai vécu ici. Ensuite, un document type formation, donc pour le mode de vie selon les villes, les contacts utiles, les bons plans, même avec des contacts bien précis, tu vois, genre des recruteurs, des agents immobiliers, des banquiers qui me connaissent pour pouvoir faire des simulations de prêts pour ceux qui veulent passer par un crédit, par exemple. Et un 3e service qui, lui, ce serait personnalisé, c'est-à-dire que c'est des gens qui, ils ont pris la décision de venir au Maroc, mais ils veulent tout préparer en amont. Visiter les appartements, visiter les écoles des enfants, avoir des avis sur les écoles, etc. Tout ça, je voudrais le proposer, Inch'Allah. Donc, pour l'instant, c'est un stand-by. Mais pour les frères qui sont intéressés, ils peuvent m'envoyer un mail. Je vais vous donner le mail. Ouais, tu peux me le donner. Tu peux me l'envoyer sur WhatsApp. Je le mettrai dans le chat. Twitch et TikTok. Comme ça, tout le monde pourra avoir accès à ça. Et ça marche. Et voilà. Mais là, maintenant, donc, le e-book est pas encore dispo, tu m'as dit, hein? Non, il est prêt en PDF, mais il est pas encore édité ni rien. Il n'est pas encore édité ni rien. Ok, ben comme ça au moins voilà, vous allez pouvoir avoir son contact. Et c'est vrai que les frères, faut se le dire, on voit qu'ils maîtrisent le sujet. On l'a vu, c'est vraiment, c'est pas pour le vanter, voilà, mais on pose des questions, des fois même sur certaines questions un petit peu spécifiques comme l'enseignement, tout ça, il a su répondre de manière assez précise. Voilà, il a donné quand même des plans intéressants. Si on peut résumer un petit peu, voilà, comment dire, une ville intéressante dans laquelle tu pourrais t'installer comme Kenitra par exemple, les prix généralement que tu peux aller chercher pour un appartement. Tu peux trouver des appartements à 30 000 euros comme il a dit, des idées d'investissement. Tu peux avoir comme il a dit aussi les mahlaba, les genres des petits cafés un peu plus cocooning, on va dire. Je suis pas vraiment rentré dans le détail encore. Ouais, bien sûr, mais c'est ça, voilà. Donc c'est pour vous dire, voilà, là, il a donné vraiment quelques petites, voilà. Mais donc je pense que si vous voulez plus d'éléments de réponse et si vraiment ça vous intéresse, alors il demande le prix, ça serait autour de quoi pour le PDF? Non, justement, c'est ce que j'allais dire. Là, pour tous les frères qui sont dans le live, vu que le service il n'est pas encore lancé, moi ça va me permettre d'avoir des retours. Ça veut dire que là, donc le mail, c'est nouveau départ au Maroc @gmail.com, je te le passerai après. Tous ceux qui ont des questions, qui ont besoin de quelque chose, ils passent. Là, tout ce que je vais faire via cette adresse mail-là pour les gens qui sont passés par toi, ça va être totalement gratuit. Je ferai facturer, bien sûr, si moi, ça me demande des frais de ma part, aller me déplacer pour avoir des renseignements, quoi que ce soit. Mais tout ce qui est, toutes les informations que j'ai, je vais vraiment les donner gratuitement, juste pour avoir un retour, pour voir s'ils sont satisfaits, etc. Pour préparer justement le service définitif, Inch'Allah. Incroyable, frérot, incroyable. Ben écoute, c'est magnifique ça, c'est super gentil de ta part. Ben les gars, voilà, profitez-en les gars, profitez-en si ça peut, voilà, ça peut vous aider, si ça peut vous permettre d'avoir certains éléments de réponse, etc. Ben écoute, je vais prendre ton, donc tu m'as dit comment le mail, c'est comment? C'est très simple, c'est nouveau départ au Maroc @gmail.com. Nouveau départ au Maroc. Au pluriel ou pas départ? Non, tout au singulier. Tout au singulier, ok. @gmail.com. Je vérifie, tu m'as mis le doute, je vérifie vite fait. Hop. Tac.
Je vous le mets dans le chat, les gars, comme ça, vous allez pouvoir lui envoyer un message. Et même ceux qui regardent la rediff, d'ailleurs, ceux qui regardent la rediff sur YouTube, je mettrai le mail dans la description, comme ça, vous l'aurez. De toute façon, voilà, vous l'entendez. Nouveau départ au Maroc, voilà, c'est assez simple. Juste si c'est dis-nous juste si c'est au pluriel ou au singulier, Non, comme ça, au moins, on est fixé. Non, c'est au singulier. C'est bien au singulier, voilà. Je vous le mets dans le chat, les gars, comme ça, vous pouvez le contacter. Et voilà. Ça peut être intéressant et bénéfique pour tout le monde. En tout cas, mon frérot, on te remercie tous. Je pense que les frérots dans le chat aussi te remercient. On te remercie vraiment pour ta disponibilité, pour toutes tes réponses, tes éclaircissements. C'était vraiment intéressant. À la hauteur de mes attentes, je peux te le dire. Désolé si on a un petit peu débordé sur le temps que tu nous avais accordé à la base, mais c'était vraiment... Il n'y a pas de souci. C'était vraiment top. Barakallahu fik, frérot. Mais t'avais un petit peu des appréhensions parce que t'étais pas forcément habitué. J'espère que là, je t'avais dit, normalement, ça devrait se passer, non? Ouais, je t'assure, des fois, tu lances des sujets qui m'intéressent dans les lives. Ouais. Et je suis pas trop à l'aise avec ça. Donc, j'évite de monter. Je participe que par message. Mais vu que j'ai vu que ça s'est bien passé. Moi, j'ai une question juste à te poser, frérot. Pour les prochains qui vont passer, parce qu'il y a d'autres aussi qui vont passer, mais c'est vrai qu'il y a cette petite appréhension que je peux tout à fait comprendre. Moi, je te pose la question, je t'influence pas, tu réponds honnêtement. Est-ce que je mets à l'aise ou pas? Ouais, franchement, ouais. Ah, ben voilà, ça fait plaisir. Voilà. Ça soit avant l'entretien ou pendant. Ça veut dire que comment tu m'as rassuré aussi sur Insta et tout. Non, franchement, rien à dire. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé aussi sur Insta pour mais non, c'était voilà, j'en doutais pas et on voit que voilà, tu maîtrises aussi le sujet, donc c'est top et franchement, c'est que du kiff d'échanger avec toi. Merci mon frérot, Allah Shafik pour ton petit rhume, j'espère que ça ira mieux et à bientôt inchallah. À bientôt, Inch'Allah. Salam. Au plaisir. Ouais. Allez, comme salam. Mais on espère d'ailleurs qu'on t'aura avec nous jeudi prochain, pas forcément en vocal, mais même dans le chat, pour que on veut savoir la rencontre avec ta femme au Maroc, tout ça, comment ça s'est passé. Mais témoignage de fou. Autant dans le témoignage c'était intéressant par rapport à son vécu, mais autant aussi c'était intéressant aussi dans ces questions-réponses, et même vous dans le chat, vous avez joué le jeu, je suis content. Boateng, Kauka, tout le monde, vous avez bien joué le jeu, c'était top. Avec vos questions-réponses, la femme de Boateng, Madame Boateng aussi, qui a joué le jeu avec des questions, qui ont animé aussi le débat, le live, et c'était cool. Donc les frérots qui regardent la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker cette vidéo. Et pour soutenir le concept pour les prochains qui arrivent. Et voilà. Et abonnez-vous.